maintenant très heureux en ce 20 novembre de faire une réunion. Je vais demander à notre ami de s'enlever de la caméra. Il n'y a que moi parce que je vais faire une vidéo sur YouTube et je ne veux pas que vous soyez dedans. Voilà. Donc, je salue donc toutes ces personnes qui sont en train de m'écouter. Il y a d'autres personnes qui essayent de me joindre et je ne vois pas pourquoi elles ne sont pas là alors qu'elles essayent depuis tout à l'heure. Je regarde, et je vais rappeler les gens que je viens d'appeler là. Donc, il y a des gens qui m'ont appelé. Je les ai appelés, puis ils ne sont pas là. Bon, bref, ça arrive. Hein. Il y en a beaucoup qui m'ont appelé, puis j'arrive pas à les récupérer. Alors, tout d'abord, je m'appelle Francis Tison. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis en retraite des deux activités de professeur agrégé et également d'expert comptable. J'ai tout arrêté en principe, c'était dans ma tête un arrêt définitif. J'avais commencé quelques années avant, pour m'amuser un peu, le coaching DEC durant les années précédentes 2011. J'ai pris mes retraites en 2011. Mais ce coaching DEC avait un certain succès, même si pour moi, et travaillant encore comme prof et expert, je n'avais pas beaucoup de temps, j'avais quand même obtenu des succès pour les candidats 2008. Même un candidat avait eu 16 en UV2, et ça m'avait donné vraiment un moral extraordinaire. Donc depuis, j'ai mis en place à ma retraite, j'avais dit à ma femme, bon, tu revends mon bureau. D'ailleurs, on a transformé mon bureau en studio pour des étudiants qui sont donc occupant mon ancien bureau. Et voyez-vous, j'avais plus envie du tout de travailler. Mais le fait de retrouver un petit endroit dans mon rez-de-jardin, un petit endroit qui fait 4 mètres sur 2 mètres 50, j'ai trouvé un petit endroit où j'ai installé d'abord un ordinateur et ensuite j'ai installé un deuxième et un troisième. Et aujourd'hui, j'ai mon petit coin qui me permet d'éviter, comme je parle fort, que ma femme soit sans arrêt, je dirais, avec la voix de son mari qui est assez fort. Donc je suis au rez-de-jardin. Ma femme est bien sûr au rez-de-chaussée et au-dessus, donc il n'y a pas de problème, je peux parler sans embêter qui que ce soit. Donc j'ai commencé en 2011 comme ça en m'amusant, toujours en disant à ma femme quelques heures par semaine, et puis après ça a gagné, ça a gagné. Aujourd'hui, je travaille presque, allez, 60 heures par semaine minimum. Donc 60 heures maximum, minimum. Donc ici, je vais donc vous présenter un peu ma façon de travailler et je demanderai à certains de confirmer ou pas. Alors vous savez que j'ai 3 préparations en cours. C'est le DEC traditionnel pour lequel je fais la formation des 3 UV qui se déroule de la manière suivante. Vous savez qu'il y a 2 sessions par an et en conséquence, j'organise de février à mai la préparation UV1 et UV2 le samedi matin, en principe, hein, toujours en principe le samedi matin, jusque le dernier samedi et voire la veille de l'épreuve écrite. Cette année, j'ai fait des cours jusqu'au 14 novembre, puisque l'épreuve de novembre avait lieu le 15 novembre. En ce qui concerne la session de novembre pour l'UV1 et l'UV2, je recommence la préparation de l'UV1 et l'UV2 dès le mois de septembre, y compris bien sûr le samedi matin. En ce qui concerne l'UV3, qui est le mémoire, je suis amené à travailler tout au long de l'année, dans la mesure où certains déposent une notice. Donc, en ce qui concerne la notice, je travaille avec les personnes pour que ces personnes puissent avoir une notice cohérente. Je relis à haute voix la notice pour que certains puissent bien comprendre que nous ne faisons ni faute d'orthographe, ni faute de syntaxe. Ça garantit à mes auditeurs une notice qui, normalement,
arrive à 1,41. Mais malheureusement, il y a toujours des jurys qui ont des comportements assez bizarroïdes. Je m'explique. J'ai eu entre les mains cette année environ 40 mémoires au cours de l'année 2022. Je compte celle de la session de mai et celle de la session de novembre. En novembre, j'ai eu, bien sûr, là, c'est le paquet 25. J'en avais à peu près 15-16, même un peu plus, donc j'ai arrondi à 40. Sur les 40, j'avais au minimum, je répète, 16 à 18 mémoires qui traitaient de procédures applicables au pays du candidat, c'est-à-dire le Bénin, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Donc, c'était des applications relatives à leur pays ou à l'UMOA ou SICOADA pour les plans comptables de leur pays. Et j'avais eu des notices agréées sans aucun problème. Cette année, aux surprises, une dame du Cameroun dépose un mémoire sur le rôle de l'expert comptable pour l'amélioration des services publics au Sénégal. Au Cameroun, pardon, Cameroun. Avec ma grande surprise et ma désolation sur ce mémoire qui était très bien écrit et qui reste très bien écrit, la personne qui l'a agréé, qui l'a expertisé sa notice, a dit, écoutez bien ce qu'elle a dit, c'est un sujet qui intéresse le Cameroun et non pas la France. Je considère qu'il est hors sujet. Elle a mis un 4-3. Je me suis bagarré avec celui qui s'appelle le secrétaire pédagogique et qui doit normalement confirmer ou infirmer les décisions du premier jury qui a donné un 4-3. Ce secrétaire, pour qui j'ai la plus grande, je dirais, tristesse de ses performances depuis 2010, j'ai aucun respect professionnel pour ce monsieur qui malheureusement a, comme bien souvent, répété les mêmes phrases que la personne qui avait refusé. Donc on n'avait pas avancé. Et comme le jury est souverain, cette dame, malgré tous nos efforts, a décidé de refaire une notice en adoptant le même principe, mais en essayant de comparer ce qui se passe au Cameroun, ce qui se passe, je dirais, en France. Elle doit renvoyer cette notice, mais elle va perdre 6 mois, forcément, puisque la date des dépôts était, je dirais, fixée au 2 novembre, donc elle ne pourra passer son mémoire qu'en novembre 2023. Elle a refait une notice avec moi, qu'on a validée hier soir ou avant-hier, et elle doit le renvoyer ce lundi matin. On verra ce qu'il en est. Il y a d'autres candidats qui attendent leur résultat de notice et qui ont fait une notice sur le Mali. Il y en a qui ont fait une notice également sur la Tunisie. On verra les résultats de ces notices. Mais quand vous avez 18 mémoires en 2022 qui touchent des phénomènes liés au pays, vous vous dites normalement ça devrait marcher. Mais c'est là où il y a un manque d'instruction au niveau du jury national qui fait que malheureusement, on a des divergences de points de vue et qui font beaucoup de tort aux candidats. En ce qui concerne le mémoire, je travaille dès le mois, je prends donc la première session du mois de février, du mois de mai. Pour cette problème du mois de mai, le candidat a eu une notice agréée au moins avant le 2 novembre 2022. Eh bien, dès le fait que le candidat commence à écrire au mois de novembre, décembre, janvier, février, dès qu'il a 10 pages d'écrites, le candidat m'envoie ces 10 pages, je les relis, je mets une demi-heure pour relire 10 pages à haute voix avec le candidat.
Et en conséquence, je lis 10 pages. Je suis arrivé avec certains candidats à la 40e page, avec d'autres 50 pages, des candidats qui vont déposer leur mémoire le 28 février 2023. Voilà. Et j'ajoute autant que faire se peut, je corrige avec les candidats les fautes d'orthographe ou les fautes de syntaxe, et je me permets de leur proposer toutes les 10 pages ce que j'appelle un focus. Un focus est une forme d'éclairage qui permet de donner à ce mémoire une plus grande force pédagogique. Et ça, c'est quand même relativement important. Sonia, par exemple, a fait une notice tout en étant en DEC-VAE. Elle ne va pas l'envoyer au siècle parce que Sonia n'a pas aussi, je m'en souviens plus, si elle a le DSCG ou pas. J'en parlerai dans quelques instants. On peut présenter le DEC-VAE sans aucun diplôme parce que la VAE, j'en parle dans 5-10 minutes, c'est l'expérience qui prime et non les diplômes. Il faut avoir au moins 10 ans d'expérience dans un diplôme pour pouvoir présenter sérieusement un dossier VAE. Mais revenons au DEC traditionnel. Jusqu'au mois de février, je travaille régulièrement avec le candidat pour que nous puissions envoyer avec sécurité, avec tout ce qui concerne à la fois l'intro, puisque je demande toujours à mes candidats de ne jamais faire l'intro ni la note de synthèse sans avoir fait le cœur du mémoire. Après qu'on a travaillé le cœur du mémoire avec ces 8 à 10 focus que j'ai ajoutés en accord avec le candidat, nous avons fini le cœur du mémoire fin janvier, la plupart du temps, et nous terminons avec l'intro, la note de synthèse et la conclusion. Et nous travaillons au mois de février les annexes que je conseille de faire dans un livre 2 avec des liens hypertextes dans le texte de votre mémoire qui permet, dans ces liens hypertextes, d'aller directement sur le livre 2 de l'annexe. Je me base sur l'opinion de certains plus férus que moi en informatique qui m'ont convaincu qu'il fallait faire un livre 2 plutôt que de faire un seul tome pour le mémoire. En conséquence, ça permet mieux d'aller avec les liens hypertextes sur un livre séparé que d'aller sur un seul livre. Je fais confiance à ceux qui ont pu me dire cela. Certains m'ont dit que moi, j'y suis parvenu avec un seul livre, mais moi, je considère qu'avoir 2 livres, c'était quelque chose qu'appréciait le jury quand c'était l'envoi papier, parce qu'ils avaient le mémoire à gauche, l'annexe à droite. Quand le candidat donnait voir référence annexe un tel, ils avaient. Je rappelle qu'un mémoire, c'est 100 pages. On a une tolérance de 5%, c'est-à-dire 105, 95. Et on a aussi à ne pas prendre en compte la note de synthèse, ni le sommaire, ni la note préliminaire, ni éventuellement les annexes qui n'ont rien à voir avec les 105 ou 95 pages. Je prévois toujours, avec mes candidats DEC traditionnels, je prévois toujours, je prévois une note préliminaire. Parce que, pourquoi? Parce que le mémoire a été agréé, par exemple, en 2021. Entre 2021 et 2023, puisque vous allez déposer votre mémoire en février 2023, il a pu se passer beaucoup de choses. C'est la première raison. La deuxième raison, c'est de remercier dans la note préliminaire le jury qui vous a donné l'agrément. Et ça, c'est hyper important. Voilà pour le mémoire, pour l'UV1, pour l'UV2. Mes cours commencent dès que vous êtes inscrit, je m'explique. Tous les jours, sans exception. Et Sonia, Stéphane, Mia, Guy Roger qui sont là ce matin, pourraient vous confirmer que tous les jours, Francis envoie de la documentation. Tous les jours. Je suis abonné à de très nombreuses revues. Actuel Expert Comptable,
Revue française de comptabilité, revue fiduciaire, compta online, SIC, et j'en passe et des meilleurs. Et à chaque fois qu'un article paraît intéressant, j'envoie et je demande à mes candidats de faire ce qu'on appelle une bibliothèque numérique, dans laquelle vous pouvez mettre, dans cette bibliothèque numérique, UV1, UV2, et vous pouvez mettre dans cette bibliothèque numérique toutes les informations que j'envoie tous les jours et qui servent à la fois l'UV1 dans la déontologie, dans les normes, dans le référentiel normatif, et l'UV2, c'est toutes les questions comptables, juridiques, fiscales, etc. Mais à l'intérieur de l'UV1, comme à l'intérieur de l'UV2 de votre bibliothèque numérique, moi j'ai une bibliothèque numérique qui fait 15 gigas, que je vous enverrai à un moment donné, mais là, je ne les ai pas classés, moi, en UV1, UV2. J'ai fait gestion, informatique, comptabilité analytique, gestion financière, budget, etc. Donc, tous les revues manuelles, l'ouvrage que j'ai, je les classe dans ma bibliothèque numérique et vous en profitez, vous, grâce à la documentation de Francis. Parce que pour gagner l'UV1 et l'UV2, il n'y a pas de solution différente que celle que je vais vous proposer. Tout d'abord, pour l'UV1, en dehors de la documentation et de l'importante documentation que je vous remets sur l'UV1, ce qu'on appelle les ressources UV1, je fais avec mes candidats de février à mai, nous faisons toutes les annales de l'UV1 de 2010 à 2022, y compris la dernière qui a eu lieu le 15 novembre. Nous analysons toutes les annales en tenant compte de l'année 2023, qui sera l'année où vous allez composer. Et on corrige tout par rapport à 2023. Autre chose, nous faisons toutes les annales du commissariat aux comptes au niveau déontologique, car dans les épreuves du commissariat aux comptes que nous revoyons tous, nous avons des questions QCM sur la déontologie, en particulier du commissaire aux comptes, ce qui nous donne une révision formidable, mais formidable, de cette UV1. J'ai des candidats qui m'ont dit, qui m'ont avoué, Francis, j'ai regardé le corrigé officiel, le corrigé que tu nous as envoyé de compta online, sans dire de bêtises, j'aurai au moins 16 ou minimum 16, mais je pense que je peux avoir jusque 18 par rapport au nombre de points attribués. Voilà, ça me fait plaisir quand j'entends ça, parce que ce sont des choses qu'on a vues 10 fois. Il y a eu des questions qui ont été posées cette année, le 15 novembre, qu'on a vues 10 fois. Donc, inutile de vous dire. Alors, pour l'UV2, la technique de Francis, qui va rapporter beaucoup de candidats reçus, avec des pages qui sont des pages entre 8 et 12 pages et non pas 40 pages comme certains, parce qu'il est évident que l'UV2, ça veut dire quoi? C'est la révision légale. C'est vrai qu'on n'a qu'une phase à travers cette épreuve UV2, on n'a qu'une phase du travail de l'expert comptable et du commissariat aux comptes, c'est la révision légale et contractuelle. Mais vous savez comme moi aujourd'hui, en 2022-2023, l'expert comptable fait autre chose que de la révision légale. Il fait de la transition numérique, il fait des conseils en patrimoine, etc., etc. Donc il est évident que je plaide, moi, pour une réforme de l'UV2 qui doit tenir compte de la nouvelle activité des experts comptables en cette époque 2002, 2022, 2030. Ça, certainement que le sujet évoluera vers une épreuve beaucoup plus large pour permettre à l'expert comptable de demain de montrer toute la facette de ses capacités et non pas le côté restrictif, mais très, très spécialisé de la révision légale et de la révision contractuelle. La meilleure façon de gagner l'UV2, c'est de préparer
chose que j'ai mis en route dans ma tête en 2008, avec la première fois un candidat qui s'appelle, j'ai un trou, euh, qui s'appelle Olivier, et qui a eu 16 pardon, à l'UV1. Il avait passé avant d'être avec moi dans un cours qui avait lieu à Lens, ville connue par son football. On avait donc eu les locaux d'un cabinet comptable qui m'avait prêté ses locaux de conférence, et j'avais des groupes, dont des groupes de gens qui ont eu 15 aussi à l'UV2 et qui sont aujourd'hui dans le conseil national des experts comptables au Cameroun et qui étaient avec moi à Lens en 2008. Olivier, ce monsieur a eu 15 et Olivier a eu 16, et Olivier avait passé plusieurs fois l'épreuve et il a eu 4, 5, 6. Il passe avec moi pour la première fois, il a 16. Pourquoi il a eu 16? C'est la première année où j'ai dit, je vais vous donner une méthode qui me paraît la meilleure possible. C'est de faire un lexique documentaire. Lexique documentaire que mes candidats VAE, DSCG et DEC auraient intérêt à faire en même temps que les candidats traditionnels, car ce livre 2 que vous avez à présenter est alimenté par des documents que vous remettez à votre jury, et dans les documents, un certain nombre de mes candidats ont mis leur lexique documentaire qui prouve au jury qu'ils ont une surveillance attentive de tous les textes qui peuvent avoir une répercussion avec leur préparation et leur savoir au niveau des ressources. C'est pourquoi, les amis, le lexique documentaire, c'est quoi? C'est de recenser tous les articles juridiques, comptables, fiscalité, numérique, organisationnel, qui peuvent avoir un rapport avec le programme de l'UV2. Vous classez, vous photocopiez tous les jours des articles que je vous envoie ou des articles que vous avez trouvés. En principe, tous les jours, vous devez compléter votre lexique documentaire sur un tableau Excel que vous mettez par ordre alphabétique avec des légendes suffisamment claires pour obtenir la réponse le jour de l'examen. Je vous donne un exemple d'un candidat qui m'a dit hier, je vais essayer de l'appeler, un candidat béninois, mais qui travaille en Côte d'Ivoire, qui m'a dit, Francis, tu ne peux pas savoir l'intérêt que ça m'a apporté, ton lexique documentaire que tu nous as obligés à faire. Il m'a dit, écoute, sans ce lexique documentaire, j'aurais été paumé carrément. Il dit, grâce à ça, tu ne peux pas savoir combien j'ai gagné de temps. Il dit, et combien j'ai eu des réponses qui sont les plus courtes possibles. Car il est évident que pour l'UV2, c'est la même chose que je répète depuis des années, il faut que votre copie ne dépasse pas 3/5 de page par point, c'est-à-dire ne dépasse pas 12 pages. J'impose aussi, ou j'impose, vous faites ce que vous voulez, je ne suis pas derrière vous quand vous composez, j'impose que vous ayez un sommaire à votre composition. C'est-à-dire dossier 1, page un tel, dossier 2, page un tel, éventuellement dossier 3, page un tel. Vous donnez comme si vous étiez un véritable expert comptable. Et ce lexique documentaire, certains ont eu jusque 8000 lignes. En 2020, un candidat montpelliérain avait eu plusieurs fois l'occasion de passer l'UV2. Il n'avait jamais eu plus de 6 parce qu'il avait une formation accélérée. En effet, il était parti pour être prof d'éducation physique et il a eu un problème de santé la dernière année de son préparation au professorat. Comme son papa était expert comptable, il lui a dit viens chez nous, je vais
on va te faire préparer à l'époque le DCG, etc. Il a passé le DCG en 2 ans. Donc il n'avait aucune connaissance a priori. Bon, son papa était expert comptable, il savait ce que c'était qu'un expert comptable, mais il a tout passé en vitesse accélérée, mais il n'avait aucune expérience. Donc pour l'UV2, à pas avoir d'expérience, c'est quand même embêtant. Parce que l'UV2, écoutez-moi bien, c'est le même programme que le DCG et DSCG, sauf que on ajoute en plus pour juger le candidat son expérience professionnelle qu'il doit démontrer par les propositions qu'il fait le jour de cette composition. Et il doit, le jour de cette composition, non pas se comporter comme un candidat stressé, mais comme un véritable expert comptable. C'est pourquoi le lexique documentaire, par ordre alphabétique le plus détaillé possible, va vous permettre d'obtenir automatiquement une note supérieure à 10. Ce même candidat que je viens d'appeler, qui n'est pas disponible pour le moment, a eu l'occasion de faire sa composition, comme il était bien sûr résident béninois, il l'a passé à Cotonou. Je rappelle que normalement, tous les candidats l'année prochaine de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Gabon, du Burkina Faso, du Sénégal et d'autres pays proches du Bénin, du moins en avion, seront normalement amenés à passer leurs travaux oraux, les épreuves orales et écrites à Cotonou, c'est-à-dire pour le mémoire en distanciel, aussi bien pour la VAE que pour le DEC, voire le DSCG, pour certains qui viennent de nous rejoindre pour ça. En ce qui concerne donc cette UV2, nous allons revoir toutes les annales de 2010 à 2022. Nous allons revoir toutes les annales du DSCG Intech UV1 et UV4 de 2010 à 2022. La même chose pour le DSCG État. Nous allons revoir également toutes les annales que j'ai déjà évoquées du CAC. Mais vous comprenez à travers mes propos que les UV2 demandent de plus en plus, même cette année encore, des questions déontologiques. Et l'avantage que l'on a, c'est que nous, en UV2, contrairement au DSCG, UV4, UV1 et autres UV, on a le droit à la documentation. Et cette documentation, c'est pas comme certains candidats qui arrivent avec 2 grosses valises et monter 5 étages. Ils arrivent là-bas tout à fait en transpiration profonde parce qu'ils ont transporté 40 kilos sur 5 étages. Alors que s'ils avaient un certificat médical précisant qu'ils ont un problème de dos, ils auraient pu prendre l'ascenseur et éviter d'arriver tout en âge et dans des dispositions peu favorables pour s'asseoir sur une petite table et composer pendant 4h30. C'est pourquoi l'UV2 se prépare à la maison dès maintenant, en ayant dès maintenant le réflexe de faire tous les jours le complément de son lexique documentaire. Comment je vois ça? J'ai mon ordinateur avec mon tableau Excel que j'ai créé, avec des légendes, etc., par ordre alphabétique. À côté, j'ai soit des photocopies que je fais au fur et à mesure et que je classe dans l'ordre, ou alors je fais les articles, je les range dans l'ordre et je les enregistre sur mon ordinateur. Je mets lexique documentaire et je mets traitement du lexique documentaire sur ma feuille Excel et je fais lexique documentaire en rangeant l'un derrière l'autre tous les articles que j'ai collationnés et qui sont en rapport avec mon tableau Excel. Ou alors, je répète, soit que je le mets sur mon ordinateur, ou soit que je le photocopie tous les jours classé dans l'ordre. Ça veut dire qu'à l'examen, je vais arriver avec une pochette dans laquelle il y aura mon lexique
documentaire qui fera une photocopie peut-être de 15 à 20 centimètres, qui sera classé dans l'ordre de mon lexique documentaire. Et de l'autre côté, j'aurai des petits bouquins. Les petits bouquins que je vous conseille, c'est les Carédec de chez L'Extinso, Carédec UV1, Carédec UV2. Et je vous conseille le Memento Audit et Compta. Et puis je vous conseille, bien sûr, le Code de commerce 2023 qui est déjà publié. Ces gros ouvrages, Memento Audit et l'ouvrage Code de commerce, sont indispensables. Mais le reste, moi je vous conseille des petits bouquins sur Fouché au niveau du droit fiscal, DCG, le DSCG Fouché, UV4 et UV1, avec des corrigés tout à fait préparés. D'ailleurs, je vous enverrai la liste des ouvrages conseillés. Et ensuite, je vous demande de vous rapprocher des pochettes Corroy, qui est un éditeur qui s'occupe du DCG et du DSCG, mais les exercices qu'il propose, les corrigés qu'il propose, sont des réponses toutes faites, dans certains cas, pour le sujet DEC UV2. Donc, grâce à une préparation dès maintenant de votre lexique documentaire, tous les jours quand vous le complétez, vous vous rapprochez de votre moyenne en UV2. Vous savez comme moi que c'est l'UV la plus désastreuse au niveau des moyennes. Elle est toujours entre 7 et 9 la moyenne. Par contre, le mémoire, il dépasse largement 10. Hein. Quand un candidat a eu 17 et qu'un autre candidat a eu 3, eh bien, ça vous fait 17 et 3, ça vous fait 10 quand même. Hein. Comme il n'y a pas beaucoup de candidats qui ont 3, on se rapproche grâce à quand même plus de candidats qui ont la moyenne que de candidats qui n'ont pas la moyenne. Et pour l'UV1, en principe, c'est l'UV qui a la plus forte moyenne. On a déjà eu des moyennes en UV1 qui frôlaient le 13 et 14 même. Donc, ça veut dire que l'UV qui est la plus crainte des candidats, mais qui se prépare à la maison et non pas au mois de mai, c'est l'UV2. Voilà, et comme on se voit tous les samedis, voilà comment ça se passe. De 8h à 9h30 UV1, de 9h30 à midi UV2. Ça n'empêche pas que j'envoie chaque semaine, vous avez pu vous en rendre compte, un doodle qui est un calendrier de rendez-vous qui est hyper important. Ce calendrier de rendez-vous nous permet d'avoir le moyen de choisir nos rendez-vous avec Francis. Il y a des rendez-vous groupe le samedi, dimanche, mais tout le reste de la semaine, c'est des rendez-vous individuels. En heure, Paris, je commence à 7h jusqu'à 10h le matin, et bien souvent, je recommence vers 16-17h jusqu'à 19, voire 20h, avec des rendez-vous d'une demi-heure, ce qui nous permet de travailler à la fois l'UV2, si des questions n'ont pas été comprises, de travailler votre mémoire. C'est surtout des rendez-vous mémoire. Hein. J'ai pas beaucoup de rendez-vous UV1, sauf si quelqu'un veut faire des tests, donc on fait des tests UV1. Mais j'ai beaucoup de rendez-vous mémoire et des rendez-vous VAE également. Je vais l'expliquer maintenant. Je vais donc maintenant expliquer la grande innovation à laquelle je n'y croyais pas voici 2-3 ans. Et c'est en 2021 que j'ai fait pour la première fois une préparation à la VAE DEC. Le DEC VAE se prépare à travers plusieurs paramètres. Tout d'abord, un exercice professionnel d'au moins 10 ans qui n'est pas rempli de diplômes par-dessus la tête, c'est ridicule, qui est surtout rempli d'expériences réalisées par le candidat avec des certificats de travail qu'il faut recenser et sur lesquels certificats de travail vos employeurs respectifs rappellent le poste que vous occupiez et les fonctions que vous avez éventuellement à travailler.
Ce travail, pour moi, est important. C'est d'abord, quand on prépare la VAE, il faut reprendre contact avec tous ces anciens employeurs ou anciens clients ou clients actuels en rappelant les règles du RGPD où vous ne pouvez pas communiquer les références de quelqu'un sans son accord. Donc prenez toujours la disposition d'avoir l'accord pour arriver à ça. Donc, je vous rappelle qu'il faut dès à présent, à cet instant de l'année, le DCG comme le DSCG, demander tous les certificats de travail, faire la photocopie de diplôme, mais ce n'est pas le plus important, c'est la qualification de vos activités professionnelles qui va permettre au jury de vous délivrer la validation de votre livret 1. Ça veut dire quoi le livret 1? Le livret 1, c'est un état civil et un état professionnel de vos activités et de la durée de vos activités et qui va permettre de valider la possibilité de déposer votre dossier pour le DSCG ou pour le DEC. Et à partir de là, le gros travail à faire, c'est la préparation du livret 2 qui nécessite plusieurs mois de préparation avec Francis. En effet, vous devez déposer la demande de livret 1 pour le DEC pour le 31 janvier 2023. Moi, je conseille à tous ceux qui m'écoutent ce matin et à tous ceux qui ne sont pas là, ça coûte peu de demander le livret 1 DEC. Et je dis ça également pour Franck. J'ai vu son CV, il va faire un livret 1 DEC, ça n'empêche pas qu'il va faire aussi un livret 1 DSCG dès maintenant, dans lequel il aura beaucoup de points communs dans les demandes de ces deux livrets 1 et personnellement, on étudiera avec Franck, est-ce qu'il veut passer assurément d'abord le DSCG qui nécessite beaucoup plus de travail parce qu'il y a 7 UV que le DEC où il y a 3 UV. Et moi, je demande, ça c'est une première étape constructive, je demande à ceux qui m'écouteront dans cette vidéo et qui veulent suivre avec moi soit le DSCG, soit le DEC, de faire rapidement la demande du livret 1 au SIEC DEC VAE. Ça coûte peu et également par rapport à l'académie à laquelle, selon votre pays, par exemple pour le Bénin, je crois que c'est Nantes, l'académie des SCG pour Franck, si mes souvenirs sont bons. Je sais que c'est soit Nantes ou Rennes, Rennes ou Nantes, voilà les deux villes académiques qui reçoivent les Béninois. Et les Béninois, avec un forcing qu'on a fait, ont pu passer leur entretien DSCG VAE à Cotonou, et alors que c'était prévu à Nantes ou à Rennes. Et celui de la Côte d'Ivoire a pu même passer son entretien DSCG VAE dans son bureau à Abidjan. Voilà ce que nous sommes arrivés à faire avec l'accord, bien sûr, des services académiques de Nantes et de Rennes et des services Cotonou et des services, mais même pas, on voulait passer dans un lycée français à Abidjan, le jury nous a dit non, non, vous passez dans votre bureau, de toute façon, on a la possibilité de vous voir répondre, etc. Il n'y avait pas de problème. Donc, il a passé son oral avec sa secrétaire principale qui était dans le même bureau et qui lui communiquait les documents dont il avait besoin pour pouvoir répondre aux questions du jury. Avouez que c'est quand même un confort extraordinaire de passer un examen aussi officiel que le DSCG dans son propre bureau. J'avoue franchement que moi-même, j'étais
très étonné, mais j'en suis très heureux pour le sympathique Ivoirien qui passait dans ces conditions. Et j'arrive maintenant à la méthode de Francis pour le livret 2. D'abord, pour le livret 1, vous me l'envoyez avant de l'envoyer au siècle, je vérifie, je contrôle, je vous conseille d'autres ajouts, etc. Mais retenez bien, certificat de travail avec précision des postes occupés. Ensuite, pour le livret 2, dès le mois de février, mes DEC traditionnels et mes DEC VAE seront ensemble le samedi pour l'UV1 et l'UV2 pour suivre les cours traditionnels. Un certificat vous sera remis pour montrer que vous avez suivi tous les cours du DEC traditionnel. Le dimanche matin du mois de février, comme je n'ai pas très souvent de mémoire tout de suite, puisque les mémoires, je les commence qu'au mois de mars, moitié mars, le dimanche matin, je les réserve à mes DEC VAE pour préparer leur référentiel UV1, leur référentiel UV1, UV2, UV3. C'est-à-dire que pour le livret 2, vous avez un beau référentiel détaillé par UV et on doit remplir ensemble chaque ligne de ce référentiel. Donc, pour mon groupe de DEC VAE, il y a eu des réponses communes que je donnais à tout mon groupe. Mais après, par rapport à chacun de mes candidats DEC VAE, on remplissait, on ajoutait des attestations correspondantes à Stéphane, correspondantes à Justine, etc., qui étaient bien sûr différentes des uns des autres. Mais il y a des parties communes qu'on remplissait pour le référentiel de chacune des UV. Donc, pendant au moins 5 semaines, les DEC VAE ont le samedi matin des cours avec les traditionnels, où on découvre les annales, ça permet aux DEC VAE de voir les questions qui sont posées aux annales officielles, mais le dimanche matin, on remplissait avec les VAE uniquement les référentiels UV1 et UV2. C'est là que j'ai commencé à dire à mes amis qu'il fallait faire un mémoire. Alors, sur les 13 personnes que j'avais au départ, parce que j'en ai récupéré 2 après avoir déposé leur livret 2, il y en a 2 qui sont venus pour simplement les préparer, 2 qui sont venus uniquement pour les préparer à l'exposé. Donc au départ, il y en avait 13 et après, il y en avait 15. Et il y en a même qui sont venus qu'en septembre, c'est pour vous dire que c'était vraiment très tardif. Donc sur les 15, il y en a un qui est venu en juin et un autre qui est venu... Non, il y en avait 12, pardon. Il y en a 2 qui sont venus en juin et une personne en septembre. Donc ça fait, au total, j'en avais 12 et ensuite j'en ai eu 15. Mais c'est là, au mois de février ou janvier, je ne me rappelle plus, je crois que c'est le mois de février, j'ai dit à mes amis de DEC VAE, les 12 là, qui ont suivi toute l'année, je leur ai dit, écoutez, moi, je considère que par rapport à mon résultat 2021, je vais y revenir. Mon résultat 2021, il y avait 106 candidats présentés à la première session de DEC 2021 par la VAE. Il y avait 106 candidats. Il y en a 13 qui ont validé totalement leur DEC. Parmi les 13, moi j'en avais 6 au départ. Parmi les 13, j'ai eu une candidate qui a eu tout son DEC VAE. C'était pour moi ma première promotion. Je n'avais pas de point de repère. Et la deuxième année, en 2022, j'ai adapté ma pédagogie d'une autre manière. Ensuite, j'ai eu 3 candidats qui ont eu 2 UV, et vous calculez 2 candidats qui n'ont rien eu, avec surprise d'ailleurs. Mais
sur l'ensemble, j'étais pas si mauvais que ça, puisqu'il y a eu 30% des candidats qui ont eu 2 UV, et moi j'en avais 3 sur 6, et j'ai eu 2 candidats, et vous comprenez comme moi qu'il y avait à peu près 40% des candidats qui n'avaient aucune UV. Et j'en avais 2, moi, dans ce groupe-là. Donc je répète, 1, 3, 2, voilà mes résultats. Cette année, en 2022, j'en ai 15 au total. Et je vous donne mes résultats dans ma tête. Je considère qu'il n'y a aucun candidat qui n'aura rien. Je prévois que pour moi, il n'y a aucun candidat qui n'aura rien, sauf un. Donc je vois un candidat qui n'aura rien, un seul. Je vois 14 candidats qui auront une UV, au minimum, c'est sûr. 14 candidats qui auront une UV. Sur les 14 candidats qui ont eu une UV, j'en vois 10 qui auront 2 UV. Et sur les 10 qui auront 2 UV, j'en vois 8 qui auront les 3 UV. Voilà mes pronostics à ce 20 novembre. Voilà mes pronostics. Il va falloir encore attendre 8-9 semaines pour confirmer. Je répète, 1, 0, 14, 1, 10, 2 et 8, tout le DEC. Tellement que mon jury, voilà. Je vais demander à Stéphane de nous expliquer, Stéphane, qui est un monsieur qui est venu, il n'était pas expert comptable pour l'instant, il était directeur financier. Il va se présenter et il va rappeler comment il a vécu la formation tout au long de l'année. Il a fait les examens blancs que je donnais au DEC traditionnel, 4 examens blancs UV2, il a tout fait. Et il va vous donner son point de vue aujourd'hui. Bonjour à tous. On t'écoute. Je me présente donc Stéphane, je viens de l'île de la Réunion, je suis DAF depuis plus de 20 ans maintenant dans un groupe de société. Et donc je suis avec Francis maintenant depuis plus d'1 an et demi, qu'on se côtoie tous les deux, avec grand plaisir, hein, avec très grand plaisir même. Et tout ce qu'il vous a dit, pour ma part, je l'ai vécu, expérimenté en tant que candidat. Et je peux vous dire que tout ce qu'il vous a dit, c'est vrai. Donc, c'est vrai dans sa pédagogie, c'est vrai dans sa méthode, c'est vrai par rapport à son expérience du métier de l'expert comptable et de son expérience de professeur et de membre du jury du DEC. Ce que je veux dire par là, c'est que la méthodologie qu'il va vous proposer, je pense que c'est la bonne méthodologie. Reste à vous maintenant de la mettre en œuvre avec sérieux, comme lui le fait, et en espérant que tout ça va vous donner, vous aussi, comme à moi-même, le DEC par la suite, tant traditionnel qu'au niveau du DEC-VAE. Très bien. Merci, Stéphane. Je demande aussi à Sonia, Sonia, passera le DEC-VAE en 2023. Elle a suivi en partie, depuis qu'elle est avec nous, elle a suivi en partie tout le dernier mois du DEC-VAE. Sonia, qu'est-ce que tu peux ajouter à ce que Stéphane vient de dire, que tu connais, Stéphane, bien sûr. Tu l'as écouté plusieurs fois, Sonia. Bonjour à tous. Oui, je rejoins Stéphane, hein, ta formation est vraiment complète. Et par contre, au niveau de la documentation, comme il a dit, il faut être régulier. Là-dessus, il faut vraiment être régulier et pouvoir bien classer tout comme il se doit. Parce que je sais comment j'ai raté le coach pendant 2 semaines de tes mails où j'ai rien fait. J'étais perdue. Donc là-dessus, la formation, elle est complète. Le fait d'avoir déjà suivi, que ce soit Fanette, Stéphane précédemment, ben moi, ça me permet en fait de pouvoir avancer tranquillement pour 2023. Mais j'insiste sur les mails, c'est qu'il faut vraiment être régulier tous les soirs, se donner un quart d'heure, une demi-heure, sinon après, ça va très vite.
Ouais. Ce que dit Sonia, c'est valable pour toutes les préparations, hein, DSCG. La documentation de Francis, il n'y en a pas beaucoup qui ont une documentation comme j'en vois, parce que comme je suis abonné, puis comme je suis un ancien prof, j'ai des sites réservés aux profs, l'association des profs de DSCG, des profs de DCG, puis j'ai quand même gardé beaucoup de Super. contacts avec mes collègues, donc j'ai pas mal Alors j'ai le plaisir d'avoir deux personnes qui sont venues nous rejoindre sur ma demande, c'est Fanette et Christian. Christian, qui est, je dirais, un Camerounais qui a passé le DEC VAE et qui va vous raconter un peu, lui, en quelques minutes. Il n'a pas tout écouté, ça fait qu'un quart d'heure qu'il est avec nous, mais il pourra vous dire l'expérience qu'il a vécue, Christian. Il est venu au Cameroun, il a rencontré des gens sympathiques qu'il a vécu lors de son passage à Paris. Il a rencontré des gens qu'il voyait uniquement sur Skype et ça s'est très bien passé. Alors, Christian, tu pourrais nous donner, donc Fanette donne son avis aussi sur la préparation. Christian, Oui, bonjour Francis. oui, nous avons des gens là, puis la vidéo va être sur Skype, c'est pour ça que je ne veux pas que tu te montres, mais c'est Christian, je donne que les prénoms. Et Christian, comment tu as vécu l'expérience, Francis, pendant ces quelques mois que tu étais avec moi pour le DEC VAE? Eh ben, écoute, déjà, bonjour à toi, bonjour à tous. Ouais, Je, franchement, j'oublierai jamais, en fait, pour dire les choses de manière simple dans un premier temps. J'oublierai jamais. C'était une très belle expérience. Je pense qu'en réalité, j'ai presque envie de dire heureusement que tu es là. Parce que dans ce cursus-là, qui est relativement particulier et surtout relativement nouveau, ben, il n'y a pas de voie qui soit précisée. Il n'y a pas de cursus de préparation spécifique. Et donc, on est un peu perdu quand on se lance là-dedans. C'est-à-dire que lorsqu'on prend connaissance du fait qu'il soit possible éventuellement de pouvoir obtenir le DEC par la voie de la VAE et qu'on a accès au référentiel de compétences, on ne sait pas trop ce qu'il faut faire, on est un peu perdu. Et heureusement que tu es là et que grâce à toi, on a pu, voilà, au travers d'un certain nombre de séances, pouvoir avoir une visibilité relativement claire de ce qu'il fallait faire pour pouvoir, au final, en octobre, soutenir, enfin, se présenter devant les membres du jury. De manière beaucoup plus spécifique et rapide également, en fait, c'était un enchaînement logique. C'est-à-dire que dans un premier temps, vu qu'on commençait, je crois que c'était au mois de février, je pense, si ma mémoire est bonne, dans un premier temps, il a fallu, tu as décortiqué toutes les lignes de l'ensemble des référentiels de compétences, de manière à expliquer ici qu'est-ce qui est attendu du candidat, qu'est-ce que le candidat peut proposer ou fournir plutôt comme documentation pour justifier son expérience et ses compétences surtout sur ces aspects-là, ce qui a fait en sorte que l'on comprenne beaucoup mieux les référentiels. Derrière, il y a eu justement toutes les séances que tu as animées et qui portaient sur la revue des annales et autres, ce qui permettait de rentrer encore plus dans le bain. Et ensuite, c'est pour ça que je dis c'était vraiment crescendo et de manière logique. Ensuite, maintenant, c'était les soutenances blanches. C'est-à-dire qu'après avoir compris comment remplir le livret 2, après avoir renseigné le livret 2, après te l'avoir soumis pour revue, après avoir travaillé sur les annales, maintenant, c'était, eh ben, il faut s'exercer de manière orale. Et là, derrière, il y avait voilà, l'ensemble des camarades. Et puis surtout, il y avait toi pour sanctionner tout ça. Et il y a ce groupe-là que tu crées et dans lequel tout le monde participe. C'est-à-dire que celui qui est candidat aujourd'hui, demain, quand son collègue est en train de présenter, ben, il se met du côté d'un examinateur et puis il donne son avis également et c'est fantastique, quoi. Donc, en fait, pendant toute l'année, ça nous a permis pardon, de développer un certain nombre de compétences véritables hein, sur le fait de s'assurer que le dossier qu'on avait constitué était relativement bon et pouvait être présenté. De toutes les façons, à la fin, c'est vraiment être sûr de son dossier, être sûr de ses compétences et être en capacité de pouvoir présenter. Bien évidemment, tu nous accompagnes jusqu'au bout, hein, c'est-à-dire que même pour plusieurs, la veille et le jour même de la séance de présentation devant le jury, tu étais présent. Et autre chose, je vais terminer peut-être par là, autre chose qui m'a vraiment, et je dirais que ça m'a beaucoup aidé, hein, les séances de débriefing qu'il y avait chaque soir, une fois que certains camarades étaient passés devant le jury, pour que ceux-là, voilà, ceux qui étaient passés puissent parler un peu de leur expérience de la journée, comment ça s'est passé avec les membres du jury, quelles questions ils ont eues, ben, c'était très, très important pour ceux qui devaient passer le lendemain ou bien les jours qui suivaient, quoi. Donc, globalement, vraiment, c'est une expérience véritablement fantastique, très honnêtement.
Donc, je la recommencerai si j'avais à la recommencer. Ben, c'est bien. Bon, écoute, je salue l'arrivée avec nous de Jean-Jacques Anthony, qui est un nouveau candidat 2023 DEC. Je salue la présence d'un futur expert comptable comme Christian qui vient de s'exprimer et Fanette. Je salue. Mais je vais demander d'abord à Jean-Jacques Anthony qui vient de nous rejoindre, Jean-Jacques, de se présenter rapidement. Alors, Jean-Jacques, si tu peux, mon garçon, te présenter. oui. On Alors, bonjour Francis, bonjour tout le monde. Bonjour Jean-Jacques. Voilà, je suis Jean-Jacques Anthony, je suis togolais. Donc, je dirige un cabinet d'expertise comptable à Lomé au Togo. Et j'ai pour ambition d'obtenir le DEC par la voie de la VAE. Et je compte sur Francis et vous tous pour m'aider à parvenir à cette fin. Très voilà. bien. Tout sera fait. Tu réécouteras la vidéo tout à l'heure, du début jusqu'à la fin. Alors, Jean-Jacques, il est dans un cabinet, comme il dit, mais c'est une forme de comptable agréé qui n'existe plus en France. Beaucoup de pays africains ont encore cette population de comptables agréés qui est respectée et respectable. Mais Jean-Jacques, il a envie de faire autre chose. Il a envie d'avoir des missions de commissariat, il a envie d'avoir des missions de véritable expertise. Et le DEC-VAE sera pour lui le moyen le plus rapide. On va prendre une question au hasard. Est-ce que tu as le DSCG, Jean-Jacques? Non, je n'ai pas le DCG, non. J'ai validé quelques UE du DSCG, notamment j'en ai validé l'UE de droit audit et j'ai validé également tout le reste, excepté l'UE de contrôle de gestion de droit. Ouais, il y a quelqu'un qui lève la main, c'est notre ami Franck. Alors Franck, tu sais que tu peux lever la main en appuyant sur lever la main. Alors on t'écoute, Franck. Alors Francis, oui, on j'ai t'écoute. demandé la parole pour dire bonjour à Jean-Jacques Anthony, que j'ai connu à Deloitte. Bonjour Jean-Jacques, je suis de Deloitte, Bénin. Et je suis en train de rejoindre Francis également pour la procédure VAE. Oui, Franck, bonjour. Franck. J'espère que tu vas bien. C'est l'occasion de faire. Très bien, Jean-Jacques, et toi? Oui, c'est très bien, merci également. Vous allez voir, vous êtes nombreux de pays. De te retrouver. Aujourd'hui, ils ne sont pas tous là. Bon, alors, je remercie Jean-Jacques pour sa présentation. Donc, il vous a expliqué. Et mon rôle, moi, c'est d'arriver avec Sonia, etc. Vous allez voir. Et je laisse la parole maintenant à celui qui a été, pour beaucoup de nos amis, le référent soutenance. Parce que voilà, je continue avant que Fanette prenne la parole. Alors, jusqu'au mois de mai, les amis de DEC-VAE, on a suivi les cours avec le DEC traditionnel. Mais, à partir du 31 mai, on doit déposer son livret 2. Alors, comment enrichir son livret 2? Eh bien, Francis, il a donc décidé au mois de janvier, comme il décide aujourd'hui pour Franck et Jean-Jacques, de leur demander, Sonia a commencé déjà, elle va avec moi à rendez-vous cette semaine et on va valider sa notice, où je vais faire l'examen de sa notice, comme j'étais membre du jury pendant 25 ans, je demande à Jean-Jacques de ne pas se montrer en vertu du RGPD, dans la mesure où cette vidéo risque d'être diffusée. Donc, je respecte le RGPD. Donc, je vous appelle par les prénoms. Exceptionnellement, tout à l'heure, j'ai dit quelques noms. Mais je reviens. Au cours du mois de janvier jusqu'au mois de mai, les candidats vont faire leur mémoire et je vais les suivre comme un candidat traditionnel. C'est pas mes candidats qui ont passé un mémoire qui vont me contredire. Je prends l'exemple de Stéphane. Je relisais 10 pages au coup avec Stéphane. Quelquefois, il prenait 1 heure de rendez-vous. Là, je lisais 20 pages. Je corrigeais avec lui. On ajoutait des focus. On faisait un mémoire comme si c'était le mémoire envoyé au siècle. Et c'est le plus, je me disais, mais il faut quand même que je montre au jury DEC-VAE que mes candidats sont capables de soutenir. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Durant les 2 derniers samedis matins du mois de mai 2022, nous avons organisé des séances de soutenance blanche
vidéos à l'appui qui ont été orchestrées par votre serviteur, mais avec la présence d'autres membres du jury, des anciens collègues et des anciens diplômés du DEC, diplômés DEC, qui ont joué le rôle du jury. Et chacun des membres donnait une note, et ensuite on faisait la moyenne de la note obtenue pour tous mes candidats, les 9 qui ont passé le mémoire, puisqu'il y en a 4, dont Christian et Fanette. Christian, il avait aussi un dossier assez costaud au niveau de son UV3, et il a considéré que, manque de temps probablement, mais qu'il avait suffisamment de références pour justifier l'UV3. Et Fanette, lui, il m'a pris après le 31 mai, donc il ne savait pas qu'il fallait faire un mémoire, il l'aurait fait, j'en suis sûr, mais il avait aussi un dossier béton armé qu'il a su présenter, parce que Fanette, il a un point exceptionnel, c'est qu'il est collègue de la dame qui a eu son DEC-VAE avec moi l'année 2021. Donc, il connaissait le dossier de sa collègue qui n'avait pas fait de mémoire. Et à l'époque, je n'avais pas, ma première promotion, je n'avais pas conseillé de mémoire à mes candidats. Mais j'ai constaté, je dis ça pour Jean-Jacques, et je dis ça pour Franck et Sonia, j'ai constaté que le fait qu'il n'y avait pas de mémoire, tous les candidats qui n'ont pas eu le DEC-VAE en 2021, c'était mes candidats qui n'avaient pas fait de mémoire. S'ils avaient fait un mémoire, ils auraient eu probablement les 3 UV, je pense à mes candidats qui sont encore en activité, qui passent. Il y a 2 candidats, alors il y en a un que Stéphane a peut-être pu connaître, il s'appelle Salim. Salim, il a fait une soutenance cette semaine, et je dis ça pour Guy Roger qui va m'écouter. Salim, il a fait une soutenance remarquable, à telle enseigne que les gens lui ont dit, on avait, monsieur, une prénote, l'un avait mis 14 et l'autre avait mis 16. Il dit, voyez-vous, on est gentil avec vous, on vous dit les prénotes qu'on avait mis sur votre travail. Et forcément, Salim, comme il a déjà les 2 UV 1 et 2 en VAE 2021, il est, avec les commentaires du jury, qui n'était pas obligé de lui dire ça, il est sûr, bien sûr, d'être diplômé. Salim, qui était un de mes candidats DEC VAE 2021. Aujourd'hui, il y en a un autre qui est parti sur un autre voie, il a passé le commissariat aux comptes, il n'a pas voulu passer son mémoire, il a passé l'épreuve de commissariat aux comptes, épreuve écrite, il est admissible et il passe les épreuves orales du commissariat aux comptes en décembre pour être commissaire aux comptes, plus parce qu'il aime mieux le commissariat aux comptes que l'expertise. Il a considéré qu'il était plus apte de passer le commissariat que passer, mais comme il a déjà les 2 UV, ça lui sert quand même pour avoir quelques équivalences pour je dirais, son certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en mai, on a peaufiné, au début de fin avril, on a peaufiné le mémoire, on a tous fait des soutenances blanches aussi individuelles, hein, parce que là, je les ai préparées à la soutenance officielle. Ce que j'appelle officiel, c'était le samedi matin avec 5-6 personnes qui vous notez. Tout est en vidéo, hein, comme cette vidéo qui est en train de se faire. À chaque fois que j'ai un rendez-vous avec vous, vous avez la vidéo. Comme elle reste 30 jours sur Skype, je vous invite à la enregistrer sur un dossier que vous avez ouvert, vidéo avec Francis, et chaque vidéo, vous l'enregistrez avec la date correspondante, je dirais, à cette vidéo. Et vous gardez toutes mes vidéos, et surtout les vidéos où vous faites des soutenances avec moi, vous voyez comment ça s'est passé, vous voyez mes remarques, pour être le plus près possible lors de votre exposé qui aura lieu au mois d'octobre de cette année 2023. Je voudrais maintenant demander à Fanette de nous expliquer comment lui, il a vécu
préparation DEC, VAE, au moment où tout était déposé, y compris le livret 2. Et Fanette a été un moteur pour notre groupe, parce que Fanette, d'abord, est un garçon hyper sympathique, et il a une compétence soutenance qui a impressionné votre serviteur comme il a impressionné tous ses collègues. Alors Fanette, je sais que tu n'aimes pas les compliments, mais tu sais comment je suis direct. Alors Fanette, nous raconte un peu cette expérience que tu as vécue du mois de juin au mois d'octobre, s'il te plaît. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc, moi, c'est Fanette Roublenou. J'ai rejoint le groupe de Francis, précisément à partir du 15 juin 2022. Pourquoi? Parce que j'ai contacté Francis sur les conseils d'une amie. Donc c'est celle dont Francis a parlé. Donc, c'était la seule l'année dernière qui avait obtenu dans le groupe de Francis son DEC par la VAE avec la totalité des unités d'équivalence du DEC. Donc, du coup, je pourrais dire en tout cas que j'ai bénéficié en tout cas de son retour d'expérience. Donc, effectivement, j'ai pu passer par elle pour pouvoir déposer mon livret 1 parce que voilà, c'était un peu comme mon coach initialement. Le livret 2, je l'ai déposé également suite à ses conseils parce qu'elle a fait comme ça. Elle m'a dit bon, qu'elle ne trouvait pas l'intérêt en fait que je me fasse suivre par un coach. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, un peu comme Francis l'a dit, la nouveauté de cette année, c'est le mémoire. Donc, on ne savait pas qu'il y avait cette nouveauté. Sinon, moi, je vous aurais conseillé de commencer avec Francis dès le début, un peu comme l'ont fait mes collègues tels que Stéphane Humblot et beaucoup d'autres d'ailleurs, parce que j'ai trouvé que le fait de rédiger un mémoire, c'est un vrai plus. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, c'est que vous êtes dans le bon tempo, vous êtes avec la bonne personne. C'est vrai qu'il est un peu râleur, Francis, et puis il sature nos boîtes mail, mais je pense que voilà, c'est pour une très bonne cause. Donc, voilà pour ce qui me concerne. Donc, j'ai pris le train en marche à partir du mois de juin. Si c'était à refaire, je pense que je l'aurais pris plus tôt, mais bon, c'est pas grave. J'ai pu bénéficier de l'expérience de tout un chacun. Donc, je salue d'ailleurs quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'apprécie particulièrement, mais que je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer en physique. J'espère que ça sera un jour ou l'autre. C'est Stéphane Humblot, qui pour moi, un peu comme Christian et beaucoup d'autres, sont des tontons ou des grands frères. Donc, comme Christian l'a dit tout à l'heure, on crée une forme d'émulation dans le groupe. On crée des liens et puis voilà, on s'entraide quoi. Vous voyez, on s'entraide, on suit les soutenances des uns et des autres malgré les décalages horaires. Hein. En ce sens-là, je remercie beaucoup Stéphane qui a un décalage au moins de 2 ou 3 heures, mais qui se connectait tôt le matin pour nous. Donc voilà, donc ça crée vraiment une forme d'émulation et ça permet de bénéficier d'un retour d'expérience de tout un chacun. On a des expériences diverses et variées. On a la chance d'avoir parmi nous des directeurs administratifs et financiers, des comptables agréés. Je pense à Jacques Anthony. Tu as quelqu'un qui avait quasiment le même profil que toi l'année dernière. Donc, c'est un Gabonais, j'oublie son prénom. Donc, un tonton aussi. Donc, voilà. Donc, et puis, de l'autre côté, lorsqu'il y a des questions, les questions qu'on pose lors des soutenances tests, donc voilà, l'avantage, c'est que les autres aussi nous aident en nous disant, bon, ne réponds pas comme ça, parce que par exemple, un peu comme Francis l'a dit, je pense toujours à Jacques Anthony, c'est pas un rapport comptable agréé, c'est quelque chose qui se pratique plus forcément en France, et donc du coup, ça peut être un piège au niveau des questions, parce que bon, l'ordre ici est un peu réfractaire par rapport à tout ça, donc voilà, donc c'est quelque chose que tu pourras, dont vous pourriez tous profiter, c'est le retour d'expérience des uns et des autres. Pour parler également de la préparation, je dirais que j'ai pu suivre de façon intensive les formations des decks traditionnels pour les UE1 et UE2. Donc, je ne le regrette pas non plus. Pourquoi? Parce que ça va vous aider lors des questions orales pour la VAE deck, parce que Stéphane vous le confirmera, Christian aussi qui est présent vous le confirmeront, c'est que les jurys, en tout cas, on peut dire ça, oui, c'est ça, les membres du jury pour l'oral du deck essaie de nous challenger pour voir si en fait on maîtrise des questions liées aussi bien à la déontologie que des éléments liés à la révision légale et contractuelle, même si on est censé avoir fourni dans le remplissage de notre livret 2, on est censé avoir fourni tous les documents liés, en tout cas qui justifient que nous maîtrisons ces parties. Donc moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que je garde un très bon souvenir de cette riche expérience que j'ai pu suivre auprès de Francis et auprès de mes amis voilà, du DEC par la VAE.
Vous pourriez également créer des liens avec les decks traditionnels. Donc, je pense par exemple à Anan ou encore à Emmanuel ou un autre que j'ai oublié, c'est pas Salim, mais un autre que j'ai oublié, avec qui voilà, on s'échange régulièrement sur Skype. Vous pourriez suivre leur mémoire aussi. Vous pouvez suivre leur mémoire, ce qui vous permettra à vous de savoir ce qui est attendu d'un candidat au deck traditionnel. Tout ça, ce sera vraiment du pain béni pour vous hein, dans le cadre de votre présentation. Donc voilà, moi je garde de très bons souvenirs. Je vous dirai également autre chose, donc et puis après je m'arrêterai. La cadence à partir du mois donc, tout juste après les vacances, donc à partir du mois d'août, septembre, octobre, elle est vraiment soutenue. Bon, je ne sais pas, Stéphane pourra parler de comment c'était à partir de février, parce que moi je ne connais pas, mais je peux juste vous dire que voilà, la cadence est assez soutenue, il faut se réveiller tôt, mais ce sont des efforts qui en valent la peine. Donc voilà. En tout cas, je tiens à vous remercier. Bon, moi je suis également souvent connecté sur Skype et n'hésitez pas, de toute façon, on sera toujours là avec vous pour vous accompagner. C'est gentil, voilà, merci, Fanette. Merci Fanette, merci tout le monde. Bon, justement, Fanette vient d'évoquer un peu ma façon de travailler. En effet, en février, mars, nous avons un grand groupe qui peut aller jusqu'à 30 personnes avec les DEC traditionnels et les DEC VAE. Et je demande, je donne la liste au début mars, je donne la liste de tous les mémoires que passent les DEC traditionnels au mois de mai. Et je demande, si c'est possible, à mes candidats VAE d'être, je dirais, un référent ou un parrain pour un DEC traditionnel. Et avec moi, on va interroger un ou deux mémoires. C'est-à-dire, par exemple, Stéphane a trouvé 2 mémoires intéressants. Je lui donne les rendez-vous que j'ai avec ce candidat DEC traditionnel pour ses soutenances blanches, individuelles. Eh bien, Stéphane essaye de s'arranger au niveau de son emploi du temps. S'il ne peut pas, ce n'est pas grave. Le dimanche matin, il y a, à partir du mois de mars, il y a les exposés en groupe, chacun leur tour, des DEC traditionnels. Mais ceux qui interrogent, c'est Francis, mais c'est aussi le DEC VAE qui a été désigné comme parrain de ce candidat. Et la vidéo étant faite, le candidat VAE récupère la partie vidéo où il est intervenu et il le met dans son livret 2 en précisant dans le référentiel UV3 qu'il accompagne des candidats DEC traditionnels. En plus, il va présenter son mémoire et en plus, il va présenter sa soutenance officielle avec des membres du jury officiel, puisqu'ils font partie du jury actuellement du DEC, et moi-même. Ça donne, je dirais, un certain nombre d'éléments. Et d'ailleurs, le jury a dit à un candidat, on voit que vous êtes bien préparé avec ce tison-là. Voilà, c'est un candidat qui m'a répété. Hein. Donc, le fait que vous ayez tout cela, les vidéos où vous posez des questions à un candidat, les vidéos où vous composez vous-même, plus le mémoire, votre UV3, pour être refoulé à l'UV3, il faut vraiment que le jury trouve je ne sais quoi pour vous dire que vous n'avez pas fait tous les efforts pour l'UV3. Alors là, pour moi, c'est ce que vient de dire Fanette, Christian, Stéphane et tous ceux qui ont eu l'occasion d'être avec moi, Sonia, qui a aussi pu vivre ces moments-là. Alors, Sonia, elle va passer son mémoire avec moi et le jury qui sera au mois de mai, comme Jean-Jacques, comme éventuellement Franck, puisque avec Franck, on va voir s'il va rester sur le DSCG ou sur le DEC. Alors, pour les DSCG, puisque ma vidéo vise aussi les DSCG, comment ça se passe? Eh bien, premièrement, le cadre DSCG va avoir des réunions individuelles pour le DSCG dès le mois de février pour préparer, on va faire des réunions, ça dépendra du nombre de personnes qui seront en DSCG, VAE, mais je vais faire des réunions spécifiques pour étudier tout le référentiel DSCG UV par UV, c'est-à-dire UV1 juridique, UV2 finance, UV3 gestion, UV4 audit qui est point commun avec l'UV2 du DEC, UV5 système d'information, UV6 c'est l'économie et
l'anglais, et UV7, c'est le mémoire. Mémoire que je conseille à mes candidats DSCG VAE de faire. Donc, pour mes VAE, le groupe va se constituer, on fixera en accord avec chacun d'eux du DSCG les heures qui conviennent à tout le monde. Ça sera peut-être pas le samedi, ça sera peut-être le vendredi soir ou le jeudi soir de 18h. Il faut tenir compte des décalages horaires, tout ça. J'attends que les gens s'inscrivent, parce que tant qu'ils ne sont pas inscrits, je ne peux pas savoir combien j'aurai de personnes dans chaque division. Mais sachez que pour le DSCG VAE, ils ont un livret 1 à déposer avant le 31 mai, donc là, on a le temps, comme dirait l'autre, et ils ont un livret 2 à travailler pour le 31 août. Il est évident que le livret 1 et le remplissage du référentiel, j'attends pas, moi, le mois de juin pour commencer, je fais le remplissage le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible, et je commence en février. Ça, c'est évident. Et ce remplissage est fait sous forme vidéo. Tout est enregistré. Pour l'UV1, je passe au moins 2 heures. Pour l'UV2, c'est pareil. Donc, je calcule au moins 10-12 heures, sauf, bien sûr, le mémoire, le thème sera défini le plus vite possible avec le candidat, et le mémoire DSCG n'a rien à voir avec le mémoire DEC. Le mémoire DEC, comme Sonia va le faire, il aura les mêmes envergures que le DEC traditionnel, c'est-à-dire une centaine de pages, avec bien sûr une notice qui sera corrigée comme j'avais l'occasion de le faire quand j'étais encore membre du jury, comme si j'étais membre du jury, avec des papiers officiels que j'ai bien sûr entre mes mains pour faire l'agrément, soit avec un 4.2, un 4.1 et pourquoi pas un 4.3. Je ne pense pas que je mettrai un 4.3, mais je mettrai probablement, pourquoi pas, pour montrer le caractère sérieux, un 4.2 avec quelques remarques pour Sonia, qu'elle devra modifier, me renvoyer une notice que je lui donnerai après un 4.1 pour que tout soit... Mais je ferai mon travail sérieusement, comme si c'était un examen officiel. Puis après, il y a la rédaction et mon suivi. Mais la note, ce n'est pas moi qui vais les mettre. La note, c'est le jury qui sera en place au mois de mai, qui donnera la note à Sonia, à Jean-Jacques, voire à Franck. Et les mémoires de mes candidats DSCG seront aussi présentés durant la deuxième quinzaine du mois d'août, sous la forme d'un entretien vidéo avec d'autres membres du jury que moi-même, et ils auront une note aussi pour les DSCG VAE, et cette vidéo DSCG sera forcément mise dans le livret 2 de mes dossiers DSCG VAE. Et je puis vous dire que cela a été très apprécié pour mes 3 candidats. J'en avais 3 au départ, j'en avais 6, mais il y en a 3 qui ont abandonné. Donc j'en avais 3, c'est mon première promotion, hein. Mais les 3 ont été, les jurys, très impressionnés par les mémoires présentées par mes 2 candidats. Pourquoi sur les 3, il y en a 2 qui ont fait un mémoire? Parce que, réfléchissez, il y en a qu'un qui a fait un mémoire, je vais vous expliquer pourquoi. Il y en a un des 2, il y en a un qui avait déjà les 6 UV. Il manquait que l'UV1 qu'il a présenté en DSCG VAE. D'ailleurs, ce garçon est déjà inscrit, il a déjà son livret 1 DEC. Hein. Il a passé, mais figurez-vous qu'il y a un grave incident, alors que moi je considère que ce n'est pas un grave incident. Le jury DSCG qui devait se réunir le 14 décembre et proclamer les résultats le 14 décembre, a décidé qu'il était reporté au 20 février. Vous imaginez toutes les conséquences pour beaucoup de candidats. Pour quelle raison? Parce que dans l'épreuve UV2, je vous rappelle que c'est ça que je ne comprends pas, la décision, hein. Les candidats DSCG n'ont le droit à aucune documentation pour composer leurs épreuves. Et soi-disant qu'une des épreuves se trouvait dans un manuel ouvert à tout public avec son corrigé.
Mais réfléchissez, les gens arrivent au DSCG UV2 sans documentation. Comment se fait-il qu'on annule une épreuve et qu'on pénalise les gens qui ont travaillé sérieusement à la préparation et qui ont peut-être fait l'exercice qui était sur un bouquin, et qu'on dise donc qu'on ne peut pas conserver l'épreuve parce que cette épreuve n'a pas d'originalité. Un des sujets a déjà été présent dans un bouquin. Moi, je trouve que c'est complètement idiot. J'aurais été d'accord si les candidats avaient eu le droit à la documentation. J'aimerais avoir votre avis, les amis. C'est un des sujets, je crois qu'il y avait trois dossiers, un des dossiers avait été tiré d'un bouquin. Les gens n'ont pas le droit à la documentation. Est-ce que le fait que ce soit sur un bouquin, l'épreuve n'a plus sa raison d'être? Je vous demande votre avis objectif. Qui veut se lancer sur cette présentation? De ma façon de voir, moi je n'aurais jamais annulé cette épreuve. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pouvez avoir... Oui, Fanette. Oui, moi j'ai lu hier, j'ai passé mon temps hier pendant 1 heure sur LinkedIn parce que j'ai un alternant que je suis au sein de mon banque assureur là, qui fait le DSCG. Donc vraiment il est très 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 impacté par rapport à cela, parce que du coup ça signifie beaucoup de travail. En tout cas, ça signifie déjà des fêtes de fin d'année qui ne seront pas des fêtes de fin d'année, il faudra bosser. Mais de l'autre côté, j'ai lu beaucoup de remarques sur LinkedIn. Je pense que beaucoup de candidats du DSCG ne comprennent pas cette décision de vouloir annuler en fait cette épreuve. Je pense que c'est vraiment dommage en tout cas, et que cela ne donne pas une bonne image justement du sérieux au niveau des épreuves en fait, au niveau de la manière dont les épreuves sont conçues, des contrôles et compagnie, quoi. Donc voilà. Moi je pense que c'est dommage en tout cas, mais bon. C'est dommage, et je suis tout à fait d'accord avec toi, Fanette, c'est absolument dommage de pénaliser. Parce que réfléchissons un peu, le candidat qui a bossé, qui a terminé, le candidat VAE qui a tout fini, qui attendait le 14 décembre pour avoir son DSCG VAE, il est obligé d'attendre le 20 février. Quel rapport avec cet incident? Pourquoi ne pas faire un jury national DSCG VAE et leur donner les résultats le 14 décembre? C'est ça que je ne comprends pas. Alors vous allez me dire, ils vont répondre, un jury national doit statuer en même temps pour tous les DSCG traditionnels et VAE. Mais pourquoi refaire une épreuve alors que ce n'est qu'un dossier sur une épreuve de DSCG? Tous les candidats vont devoir repasser, écoutez bien la date, le 3 janvier. Vous croyez que vous allez passer un réveillon formidable, sachant que vous avez une épreuve de 5 heures ou 4h30 à passer le 3 janvier? Non, il ne faut pas pousser. C'est pas poussé. Et les corrections, on aurait pu les faire sur place, les corrections. C'est-à-dire que par académie, on demandait le 10 janvier à tout le monde de venir à l'académie pour corriger tout de suite, et le 14 janvier, on faisait le jury final. Les épreuves étaient renvoyées, mais là, ils vont renvoyer les copies chez l'un, qui va avoir 15 jours pour corriger. Il va ensuite renvoyer les copies 15 jours. C'est pour ça qu'on arrive au 20 février. Mais on est en train de tout bousculer, c'est pas sérieux, voyons. Bon bref, je vais arrêter de taper sur les décideurs qui sont certainement en proie à d'autres soucis que ceux que je viens d'évoquer, et ils ont une vue globale, et je sais que c'est le ministère de l'enseignement supérieur qui a été l'instigateur de ce report, compte tenu, mais c'est vrai que celui qui a proposé le sujet, je dois vous dire, il doit passer des mauvais moments, hein. Mais normalement, il y a toujours une commission qui juge le... Donc, il y a celui qui a proposé le sujet, et quand on propose un sujet au DSCG, on n'est pas payé, hein. Donc, moi, ça m'est arrivé d'envoyer des sujets DSCG et des sujets DCG qui m'ont donné 20 heures de travail, et on n'est pas payé. Par contre, il y a des gars qui sont les tests du sujet. Ils sont 2 à faire les tests du sujet avant de le rendre officiel et de le rendre à l'imprimerie nationale. Et ces gars-là, ils ne l'ont pas vu non plus, hein. Et c'est quelqu'un qui a vu
éventuellement un candidat qui l'a vu, qu'il avait déjà trouvé cette épreuve-là, qu'il l'a mis sur un réseau, c'est arrivé à l'oreille de la présidente du jury, qui l'a signalé à ses membres du jury national, qui l'a signalé au ministère de l'Enseignement supérieur, et celui-ci a pris une mesure qui me semble hâtive. Bon, je voudrais terminer pour ne pas abuser du temps, les amis, sachant que je vais le mettre en vidéo, visible. Avez-vous des questions à poser à votre serviteur ou des questions à poser? Alors, le prix pour l'ensemble de ces prestations, je vais vous le dire. Vous savez que le prix normal de certains de mes collègues coachs, pour une session, c'est-à-dire qu'en cas d'échec, ils vous redemandent le même prix, et ça, j'ai des exemples de candidats qui m'ont confirmé ces sommes-là. Je rappelle que le prix normal de certains coachs, il y en a qui travaillent à l'heure, il y en a qui travaillent au forfait. Le forfait pour beaucoup de coachs, attention au prix que je vais vous dire, c'est 8 000 € pour le DEC VAE, le DEC traditionnel, les 3 UV, et le DSCG pour les 7 UV. S'il y a moins d'UV, le prix peut être modifié. En ce qui me concerne, comme c'est la période de Black Friday, je propose et je reste donc attaché, parce que j'étais, compte tenu de mes problèmes CPF, je suis obligé de refaire toutes des nouvelles conventions au nom de SAS, SASU, la SASU Francis Tison qui commencera le 1er janvier. Et dans toutes mes conventions, c'est 8 000 €. Mais pour mes candidats qui sont présents et qui sont actuellement, qui m'ont fait confiance par des mails, c'est la moitié de 8 000, c'est 4 000. Donc, c'est 4 000 € pour un DEC complet, c'est un DEC VAE, et DSCG VAE, c'est 4 000. Hein. Et je m'engage, et c'est ça la différence par rapport à tous les autres coachs que je respecte. Il y en a qui sont hyper bons, hein. Il y en a même qui sont encore moins chers, hein, ça c'est sûr, mais qui ne font pas le même boulot. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas présents le dimanche matin, ni le samedi matin, et ni présents comme certains à 6 h du matin jusqu'à 20 h le soir. J'ai l'avantage d'être retraité, actif, et d'avoir une femme compréhensive, mais jusqu'à un certain niveau. Parce que quand je me lève à 5 h pour commencer à 6 h, heureusement que je suis au rez-de-jardin, car vous imaginez que si j'étais dans la véritable maison de ma maison, j'aurais quelques difficultés de parler sans réveiller mon épouse qui n'a pas obligé de se lever à 5 h comme moi et commencer à 6 h. Bon, j'ai déjà commencé, je vous signale, pour un candidat qui avait un mémoire à terminer. On a commencé un mémoire avec un candidat, voici 2 ans, c'est un candidat marocain, je peux vous donner son nom, mais je ne vais pas le donner aujourd'hui. On a commencé son mémoire un vendredi matin, on se relayait toutes les 2 heures, on n'a presque pas dormi pendant 48 heures. On a fini son mémoire le lundi matin, qui devait déposer le lundi avant midi. C'était encore un courrier qu'on devait envoyer. Il a envoyé son courrier à midi de la poste de Casablanca. Il a passé son mémoire et figurez-vous qu'il a eu 16 au mémoire. Bien sûr, après, j'avais préparé avec lui ses soutenances. J'ai tous ses coordonnées. Il peut même vous confirmer tout ce que je viens de dire en vous appelant si vous êtes intéressé par la connaissance de ce candidat. J'avoue que c'est quelque chose que j'aurais du mal, avec les 2 ans de plus, à refaire en 2023. J'avoue franchement. J'avais 2 ans de moins, mais 2 ans à certain âge, ça fait du mal quand on a 2 ans de plus. Bon, écoutez, si vous n'avez pas de questions, moi je reste à votre disposition. Je vous rappelle que vous avez mon adresse Skype puisque vous êtes dessus. Je suis à votre entière disposition. Je fais aussi des préparations sur des parties du programme, c'est-à-dire que si vous préparez les 2 UV1 et 2 sans préparer le mémoire, c'est 2 000 €. Si vous préparez la soutenance avec toutes les conséquences, où je m'engage toujours pour 3 sessions, c'est 2 000 €, sauf cas exceptionnel que j'ai réalisé cette année pour des candidates comme Mia, où j'ai fait la moitié du prix, mais normalement, je m'engage toujours pour 3 sessions, et mes conventions, c'est 2 000 €. Mais les conventions seront 2 000 €
seront 8 000 € parce que je suis obligé de respecter les règles de moyenne des coachs. C'est ce qu'on m'a fait comprendre. Donc, si la convention sera un tel, mais si j'ai envie de faire une réduction, je le mettrai sur la convention, une réduction pour que le prix de ma convention avec la réduction coïncide avec le devis et la facture par la suite. Voilà. Mais sachez que je suis disponible, et vous l'avez vu, même pendant les vacances de juillet-août, j'ai pas manqué une journée. Certains peuvent le confirmer, Stéphane, je n'ai jamais eu une journée où j'ai dit je suis pas là. J'ai toujours été présent, soit le matin, soit le soir. Je suis présent le dimanche, vous le voyez. J'ai déjà été présent le dimanche soir. Pourquoi je suis présent le dimanche soir? Ben, quand mes candidats passent un exposé VAE le lundi ou une soutenance VAE ou une soutenance, pardon, de mémoire le lundi, le dimanche soir, je suis avec eux. Que ce soit pour le DSCG VAE, parce que tous les veilles d'examen, que ce soit le VAE, DEC, DSCG, VAE et le DEC traditionnel, soutenance, la veille, je suis dispo. Et s'il le souhaite, le matin, par rapport à son heure de convocation et à l'endroit où il se trouve, je suis disponible à partir de 6 heures, s'il le faut, pour faire une dernière répétition. C'est lui qui juge, c'est pas moi. Mais je suis disponible et je veux que vous gagniez. Mon plus grand salaire, c'est pas le fric. Mon plus grand salaire, c'est de voir des gens heureux. Car pour moi, voir des gens heureux, ça n'a pas de prix. Et je sais que j'en aurai plusieurs ici qui m'écoutent, qui seront heureux le 10 janvier au matin, et j'en suis sûr. Et je vous souhaite à tous un excellent dimanche. Moi qui suis passionné de football, j'ai volontairement réduit mes horaires l'après-midi la semaine prochaine et les semaines qui auront des matchs pour me permettre de satisfaire ma passion. J'étais un footballeur tout à fait honnête, sans être brillant. Quand j'étais jeune, j'aimais bien. J'ai eu un grave accident de foot. J'ai eu une double fracture ouverte de mon bras gauche. Il y a eu pénalty, mais j'ai eu une fracture ouverte de mon bras gauche. Pendant 6 mois, j'ai eu des barres, tout ça dans le bras. Je m'en souviens, j'avais 14 ans. C'était le 6 avril, j'avais 14 ans. C'était comme si c'était hier. Mais ça m'a permis d'avoir la passion footballistique. J'ai rejoué après, j'étais sélectionné dans les minimes de mon département et 3 jours avant, j'ai eu cet accident. Donc, j'ai jamais été dans une équipe départementale. Mais ensuite, j'ai essayé de rejouer quand j'étais junior. Mais j'avais peur de sauter parce que j'avais mon bras qui était ouvert, parce que la cicatrice à l'époque, il n'y avait pas les chirurgiens d'aujourd'hui. Et j'ai un bras avec une cicatrice impressionnante qui m'a pas empêché quand même d'être champion académique en handball. C'est pour vous dire que j'aime bien le foot, j'aime bien le handball, j'aime bien le rugby, j'aime bien tous les sports, comme ma femme me dit, dans mon fauteuil. Ça, c'est vrai. Mais quand je peux jouer au foot avec mes petits garçons dans ma pelouse, je suis très heureux. Voilà. Allez, passez à tous une très belle journée. Pensez à vous faire inscrire, à confirmer, et je vous enverrai les devis le plus rapidement possible. À très bientôt et merci à mes amis des années précédentes ou de l'année dernière ou de l'année précédente qui sont venus apporter leur encouragement mais aussi leurs recommandations. À tous, merci et à très 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 bientôt pour fêter vos résultats et fêter votre arrivée dans le groupe DFT Formation. À très bientôt.